Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire, le seul et l'unique rendez-vous hebdomadaire télévisuel entièrement consacré à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau potable. Et comment elle se fabrique et comment on la fabrique surtout. Avec nous, on a de beaux invités, vous allez le découvrir dans quelques instants, mais on a aussi Anne-Constance Anguena. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on en avait parlé un peu l'année dernière de l'eau, mais pas dans le détail. Pourquoi aujourd'hui il fallait revenir sur ce sujet qui est la fabrication de l'eau potable ? La fabrication de l'eau potable, parce que l'eau potable, donc l'eau du robinet, est de très bonne qualité à Mayotte. On ne le dit pas suffisamment. On croit trop souvent que l'eau du puits ou l'eau de la rivière est de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas, alors que celle du robinet, qui coule, est de très bonne qualité. Elle est de très bonne qualité. On va voir comment elle est de bonne qualité, pourquoi elle devient de bonne qualité, avec le reportage notamment de nos invités. Exactement. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite découvrir le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir comment se fabrique l'eau de notre robinet. Notre équipe est allée à la rencontre de ceux qui œuvrent à l'autre bout de notre robinet, à l'usine de potabilisation de l'Ourouveni, pour tout comprendre. Puis sur le plateau, on aura de beaux invités. Jugez plutôt Michel Jousset, le DGS du SIAM. Et on aura également Christophe Riel, responsable cellule eau d'alimentation, service santé-environnement pour l'ARS. Nous découvrirons que l'eau est rare, elle coûte cher à fabriquer, mais que les compétences et la surveillance pour nous proposer une eau de très bonne qualité sont bien présentes sur notre département grâce à des professionnels animés notamment par le SIAM. En fin d'émission, nous retrouverons Anne-Constance Anguena avec laquelle nous aborderons les chiffres clés et les gestes qui peuvent tout changer. L'usine de potabilisation de l'Ourouveni fabrique de l'eau potable que les habitants du Sud consomment. Mais comment la fabrique-t-on concrètement ? À côté des professionnels du SIAM, de la SMAE, nous allons découvrir ce qu'est un captage, ce qu'est un forage, comment l'eau est traitée pour qu'elle devienne potable. Regardez ce formidable reportage réalisé par Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati. L'eau qui coule de nos robinets provient d'une usine de production d'eau potable. À Mayotte, il existe 5 stations de traitement d'eau douce ainsi qu'une usine de dessalement d'eau de mer. L'usine de l'Ourouveni alimente le sud et le centre de l'île. Elle possède une capacité de production de 10 000 mètres cubes par jour. Notre ressource principale, c'est le captage de l'Ourouveni. Si on sèche ici, c'est que la rivière, on peut le gonfler par la retenue. C'est qu'on ouvre une vanne là-bas, on fait surverser l'eau sur la rivière, sinon on le récupère par la canalisation. On a un deuxième captage aussi qui est à Mroualé, qui est dans la commune de Tsingoni, avec une conduite qui rentre directement dans des trous qui sont là et qui renvoie l'eau aussi dans cette rivière-là. Plusieurs étapes de nettoyage sont nécessaires pour rendre cette eau propre à la consommation. Ces étapes peuvent varier selon le niveau de pollution de l'eau pompée. À son entrée dans l'usine, l'or bleu traverse une grille de barreaux qui stoppe les plus gros déchets. Elle continue son chemin et traverse un grillage plus serré qui retient les petits déchets. Vient ensuite l'étape de la décantation où les impuretés se regroupent et forment de petits paquets qui tombent au fond du bassin de décantation. Si on laisse comme ça, là, il y a toutes les fleurs qui vont se former et ça va se décanter. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Vous voyez ? Là, c'est pris en différentes hauteurs et et la qualité, il n'est pas pareil. C'est que plus que tu montes, plus qu'il devient propre. Et si on monte en haut, l'eau, il est vraiment propre. Mais il n'est pas potable. C'est de l'eau décantée. Du charbon actif est ajouté au bassin de décantation afin d'absorber les morceaux de matière organique encore présents. L'eau traverse ensuite une épaisse couche de sable qui arrête les dernières petites impuretés visibles. L'eau est maintenant potable, mais afin qu'elle conserve sa bonne qualité en parcourant les canalisations de l'usine aux consommateurs, un désinfectant est ajouté. On utilise du sel. C'est de l'anacelle, c'est comme le sel de cuisine. On remet du sel dans un adoucisseur, il passe à l'intérieur, il est chauffé par le cathode et dessus on ressort du chlore. On ressort du javel dessus. C'est que maintenant notre chlore on le fabrique nous-mêmes. Des pompes renvoient l'eau potable dans 2 réservoirs de stockage de 2000 m3 situés à Chiconi. De là, l'eau part vers le sud et le centre de l'île. Et si un problème de qualité survient,
l'usine s'arrête automatiquement. Là, on a notre poste de commande. Dès qu'il y a une variation de qualité de l'eau, le mec qui est là, il voit tout de suite et il peut réagir. Parce que nous, on a un système de sécurité dessus. C'est qu'on a un taux de turbidité qu'on ne peut pas dépasser. C'est que si lui il monte et qu'il atteint le 2 NTU, il y a l'usine qui se coupe automatiquement pour éviter d'envoyer de l'eau polluée dans le réseau. En parallèle de l'exploitation des eaux de surface, les ressources profondes représentent 18% des ressources de la production à Mayotte. En supplément des 17 captages de l'île, 21 forages sont ainsi exploités. Ici, on a la tête du forage. Donc, on a fait un trou on peut faire jusqu'à 80-100 mètres de profondeur. Et c'est là où on a le champ captant. Pour ici, on envoie ça à la station de traitement de l'eau revenue. L'eau qui vient d'ici, elle ne va pas dans la filière de traitement, elle va directement dans les réservoirs d'eau traitée. C'est de l'eau qui est déjà propre et il n'y a pas de... comme l'eau qu'on prend dans la rivière, hein, c'est de l'eau qui est déjà saine. L'eau pompée dans les nappes profondes subit uniquement une filtration et une chloration. Cette ressource évite de solliciter l'usine de production qui, pour répondre aux besoins de la population, produit actuellement au-delà de ses capacités. À ce titre, 3 nouveaux forages seront bientôt mis en service, tandis qu'une 6e campagne d'exploration va être lancée prochainement, afin de répondre aux défis de l'or bleu à Mayotte. Superbe ce reportage, on l'a apprécié sur le plateau. Michel Jousset, bonjour. Merci d'être avec nous. D'où proviennent nos ressources en eau à Mayotte globalement ? Alors globalement, vous avez donc 80%, 75% donc d'eau de surface. L'eau de surface, j'appelle dans les rivières principalement, c'est ce qu'on appelle les captages en rivière. Ça, c'est pour la période, la saison des pluies. Oui. La saison sèche, excusez-moi, et la saison des pluies. Donc ça provient des retenues collinaires. C'est l'eau qu'on a stockée donc, durant la saison des pluies. Donc il y a deux sources en fait. Hein. Non, il y a 2 sources pour donc, l'eau de surface, à savoir les captages en rivière pendant donc, la saison des pluies et donc pendant la saison sèche, donc l'eau stockée dans les retenues collinaires. Après, vous avez les forages. Ah oui. Les forages, donc qui représentent à peu près, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de forages, qui représentent à peu près 16-17% de la production. Et après, vous avez l'usine de dessalement. L'usine de dessalement qui est à Petite Terre et qui aujourd'hui donc, a bénéficié d'une extension, etc. On pourra en parler après. Voilà. Alors logiquement, avec tout ça, on ne devrait pas manquer d'eau. Or, l'année dernière, on a manqué d'eau. On en est où actuellement sur les plans d'urgence qui ont été mis en place à l'époque ? Eh bien, écoutez, donc, grâce donc, à tous les partenaires, la préfecture notamment, donc, l'ADEAL donc, et les bailleurs de fonds, etc., on a réussi à mettre un plan d'urgence donc, en marche, en route, entre guillemets. Nous avons financé 25 millions d'euros pour ce plan d'urgence qui comprend une dizaine d'opérations, et notamment donc, la réhabilitation de vieux forages, la création, la mise en service de forages, donc Aqua, Dapani et autres. Ensuite, nous avons fait des interconnexions entre les retenues collinaires, parce que vous savez, quand une retenue collinaire donc, est pratiquement sèche, si on faut pouvoir basculer sur une autre. Exactement. Voilà. Et puis ensuite, on a donc fait un pompage donc, pendant la saison des pluies pour alimenter la retenue de Zoumonier, c'est à Bouilloniba. C'est-à-dire qu'on a la capacité de remplir davantage la retenue de Zoumonier, qui aussi a baissé fortement donc, ces dernières années, et également donc, des travaux donc, d'amélioration donc, à l'usine de Louroveni. Donc tout ceci donc, peut permettre de produire donc, de nombreux mètres cubes supplémentaires. J'oubliais l'usine de dessalement. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment. Oui, bien donc, sûr. Qui, elle, va être en mesure de produire 5300 mètres cubes jour. Donc ça va être quelque chose de très bien, donc, qui va pouvoir nous faire être positif pour l'avenir, nous faire moins de soucis pour l'avenir. Et donc ce plan d'urgence donc est pratiquement terminé. Donc il reste la rehausse, j'oubliais la rehausse de Combani. Donc c'est une décision qui a été prise d'augmenter, de surélever donc
l'évacuateur de crue pour avoir 250 000 m3 de plus, donc en stockage, en eau brute, de manière à essayer de... Et avec tout ça, c'est suffisant, logiquement. Écoutez, aujourd'hui, on ne maîtrise pas l'évolution des consommations. Ouais. Donc on a aujourd'hui 42 000 abonnés, on consomme à peu près 8 millions de mètres cubes par an, on en produit 10 millions à peu près, on a remonté de 80%. Donc dans les 10 ans à venir, il va être difficile donc, de savoir l'état des consommations. Pour cela, donc, le syndicat des eaux a lancé un diagnostic, donc un schéma des directeurs pour savoir, donc, qui est en cours aujourd'hui, pour savoir quelles vont être les estimations de consommation pour les années à venir et les travaux nécessaires pour faire face à cette surconsommation qui va venir dans les prochaines années. Alors Michel, on parle souvent du coût de l'eau, mais ça veut dire quoi exactement ? Alors le coût de l'eau, c'est ce qui permet. Alors anciennement, donc on allait chercher l'eau avec un seau, un puits, à une ressource, etc. Aujourd'hui, on a l'eau qui arrive donc sur l'évier de la cuisine. Donc, parce qu'à la base, l'eau, elle est gratuite. L'eau, le produit, c'est le transport et le traitement qui coûtent. Absolument, tout à fait. Donc c'est de la technologie, donc c'est d'abord le captage en rivière, ensuite c'est le transport, et ensuite donc c'est le branchement. Donc et l'arrivée donc dans la maison du consommateur. Alors tout ça, ça a un coût. Ça a un coût donc d'abord d'investissement. Et après un coût de maintenance. C'est pour cette raison donc le syndicat a décidé de confier cette maintenance donc de tous ces ouvrages donc à la société SMAE, donc qui est notre délégataire pour l'exploitation donc du service d'eau potable. Alors toujours dans l'histoire des coûts, on nous dit souvent que dessaler l'eau de mer pour la rendre potable coûte plus cher. Pourquoi ? Alors, ça coûte plus cher, effectivement, qu'un traitement classique en rivière. Donc, pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes technologies. Donc, on fait appel à des technologies de dernière... dernier cri, quoi. Ouais, dernier cri. Dernière génération. Si on peut dire comme ça. Donc, on fait appel à l'osmose inverse. Donc, et l'osmose inverse, c'est une technologie qui coûte très cher. Donc, c'est-à-dire qu'on filtre l'eau avec des pressions de 40 à 60 bars, qui n'ont rien à voir donc avec les traitements classiques de décantation, flocculation, filtration et chloration. Voilà. Et c'est pour ça donc qu'on a effectivement donc un coût. C'est pour cette raison qu'on a un coût donc beaucoup plus important. Alors, donc, c'est une technologie qui est très développée donc, dans les pays arabes, donc en Israël et autres, donc, où on a un manque de ressources donc, dans le sous-sol. Donc, ici, donc, à Mayotte, on est confronté donc, à ces problèmes de saison sèche et saison des pluies qu'on ne maîtrise pas. Forcément. Et on s'en est aperçu donc, ces dernières années. Et donc, effectivement, donc, la solution du dessalement est une solution. Bon, elle est plus chère, certes, mais par contre, elle permet d'avoir l'eau à notre robinet. Voilà. Alors, allez, on parle d'argent, il n'y a pas de sujet tabou ici sur le plateau d'APE. Quand je reçois ma facture d'eau, comment je dois la lire ? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette facture ? Alors, sur cette facture, donc, il y a donc, trois parties. Enfin, il y a deux parties. Je vais raisonner d'abord sur l'eau potable. Parce qu'il y a une facture d'eau, mais il y a une facture aussi d'eau et d'assainissement. D'accord. Alors, pour les gens qui ne sont pas raccordés à l'assainissement, la facture d'eau comprend uniquement donc, la part du délégataire, c'est-à-dire le fonctionnement, et d'un autre côté, donc, la part investissement, qui est le SIAM. Donc, il y a deux parts. Et le global donc, permet d'avoir le prix de l'eau. Ce prix donc, de l'eau est réparti de la manière suivante. On a à peu près donc, 68% pour la SMAE et puis donc 22% pour le syndicat d'eau. Vous remarquerez que la part donc, d'exploitation SMAE, de surveillance, de maintenance des ouvrages est très importante. Dernière question pour l'instant sur cette série. Souvent, vous communiquez et vous nous dites quand il y a des coupures d'eau, attention, l'eau peut être trouble, voire légèrement rougeâtre après, quand vous réouvrez. Pourquoi ? Alors ça, c'est par rapport donc, à la vétusté des canalisations. Donc quand on a une coupure d'eau, on décolle, on a des survitesses qui se font dans les canalisations et qui décollent les dépôts en canalisation. Parce que l'eau que l'on distribue n'est jamais une eau ultra pure. Donc il y a toujours des très fines matières en suspension qui sont donc tolérées donc, par les normes de potabilité, mais qui se déposent donc, en fonction des vitesses dans les canalisations. Et quand on a une rupture de canalisation, on a une survitesse qui décolle tous ces dépôts
Et donc l'eau se colore notamment principalement du fer, donc c'est pas quelque chose de dangereux, Oui. mais effectivement c'est gênant pour laver son linge, etc. Puis c'est pas agréable de voir l'eau c'est clair. De couleur rouille. Donc et là, une fois que la réparation est faite, donc la société SMAE, le délégataire, donc procède à des purges pour éliminer donc cette eau qui est trouble. Voilà. Christophe Riel, donc vous représentez l'ARS aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment on s'assure que l'eau du robinet est réellement de qualité? Alors on s'assure que l'eau du robinet est de qualité, qu'elle est potable, Oui. en la contrôlant. Oui. Donc l'eau, elle fait l'objet d'un double contrôle. Tout d'abord, l'eau, c'est l'aliment qui est le plus contrôlé en France, hein, Oui. et à Mayotte, on ne déroge pas à la règle. Oui. Le premier contrôle, c'est la surveillance de l'exploitant, donc la Ouais. SMAE à Mayotte, qui doit s'assurer en permanence de la qualité de l'eau distribuée. Nous, côté ARS, on met en œuvre le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle sanitaire, au titre du Code de la santé publique, avec des contrôles hebdomadaires sur l'ensemble du territoire. Et quand les résultats sont pas bons, quand les résultats ne sont pas bons, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand les résultats ne sont pas bons, tout d'abord on va alerter, si c'est nous par exemple ARS hein, qui avons une non-conformité, qui trouvons une non-conformité, on alerte tout de suite l'exploitant en premier lieu pour l'informer de ce problème-là, et ensuite on va faire une évaluation sanitaire de cette non-conformité pour voir s'il y a un risque ou pas sur la santé des consommateurs. Ouais. En fonction de cette analyse, on va procéder à un recontrôle pour vérifier si ce n'était pas un problème au niveau du laboratoire ou pas, hein, parce que les non-conformités ne sont pas forcément un problème sur le réseau toujours. Et du coup, on va continuer à aller jusqu'au bout, sachant que en cas de problème, hein, le risque, s'il y a un risque pour la santé de la population, on va communiquer sur ce risque-là en disant à la population de ne pas consommer On va en parler dans un instant du problème de santé, mais est-ce que les problèmes, les constats de non-conformité sont fréquents à Mayotte? Alors à Mayotte, non, on a très peu de non-conformité sur les réseaux. À Mayotte, on a une eau qui est de très bonne qualité. Ouais. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Les non-conformités sont faibles et généralement, c'est des problèmes ponctuels, donc plus liés comme on en a parlé, à des coupures Pas d'eau. plus qu'en métropole. Pas plus qu'en métropole, Ouais. et même moins que sur beaucoup d'autres départements en métropole ou à La Réunion. Christophe, vous êtes également du service santé environnement pour la RS. Quelles sont les conséquences pour la santé d'une eau de mauvaise qualité? Je consomme une eau qui n'est pas de bonne qualité, je risque quoi? Alors nous, au niveau de l'ARS, hein, on définit différents types de risques pour la santé en consommant une eau. Il y a tout d'abord les risques qu'on appelle immédiats ou à court terme, et puis après les risques qui sont à moyen ou long terme. Les risques immédiats, c'est essentiellement des risques liés à la qualité bactériologique de l'eau. Ouais. Donc l'eau va être contaminée par des bactéries, des virus ou des parasites. Et les principaux symptômes qu'on peut avoir, maladies liées à cette contamination, ça va être des gastro-entérites ou diarrhée. Clairement, est-ce que je peux faire un biberon avec l'eau du robinet à mon bébé? Alors Parce que oui, c'est mon bébé qui boit le biberon. à partir du moment où l'eau est potable, on peut l'utiliser, toute la population, y compris les personnes les plus fragiles, peuvent utiliser cette eau, y compris donc les bébés pour le biberon. Michel Jousset, quels sont les projets d'investissement à venir sur le réseau pour assurer toujours cette même qualité? Alors, tout d'abord, donc, on va remplacer les vieux tuyaux. Oui. Déjà, parce qu'il en existe. Hein. Donc, on a un programme là, qu'on va mettre en place à partir de l'an prochain, enfin dans les 3 ans à venir. Ça fait partie du contrat de progrès avec notre plan pluriannuel d'investissement. Donc, remplacer les canalisations vétustes. Ensuite, donc, parfaire la désinfection de l'eau au niveau du réseau, c'est-à-dire rajouter éventuellement des stations de désinfection. Donc, au fur et à mesure du cheminement de l'eau, de manière à garantir donc, la qualité. Oui. Et puis donc également parfaire les traitements de manière qu'on puisse donc respecter les normes qui vont venir demain, après-demain, etc. C'est clair. Donc il faut devancer donc ces normes qu'on va Avoir toujours un coup d'avance en fait. Exactement. Les compteurs, parlons-en Michel. On le sait, on est à Mayotte. Il y a des multiples raccordements sur certains compteurs. On le sait, c'est interdit. Mais
Quels sont les risques pour ceux qui font ça? Alors, les risques, c'est déjà le temps de séjour dans les tuyaux, parce qu'on constate qu'il y a donc des branchements secondaires, enfin qui sont après les compteurs. Il faut savoir que nous, le syndicat, on s'arrête donc aux compteurs. Après qu'il y ait des branchements, je dirais, non autorisés derrière et qui parcourent 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres pour alimenter des bangas, il y a un risque, les canalisations sont en plein soleil, on a un risque de dégradation bactériologique. Et donc ça, effectivement, je pense que l'ARS va me rejoindre sur ce sujet. On a des risques de bactériologie donc, et d'eau non potable au bout de 200-300 mètres. Il faut savoir que les tuyaux qui sont à même le sol, donc ce sont des tuyaux en polyéthylène et on peut avoir des températures qui peuvent monter à 40-50 degrés à tuyaux. Christophe, vous avez déjà rencontré ce phénomène, j'imagine? Est-ce que vous contrôlez aussi, parce que personne en situation irrégulière ou pas, peu importe, au bout il y a un consommateur qui consomme de l'eau. Et si effectivement il y a un branchement illégal à un compteur légal, l'eau dans ce tuyau va chauffer et va stagner, Michel le disait, il y a aussi des contrôles à faire là-dessus. Alors nous on n'intervient pas sur les branchements illégaux. On va venir contrôler la qualité de l'eau. Alors on va aller jusqu'au robinet du consommateur, mais du consommateur classique entre guillemets. Après, effectivement, stagnation d'eau ou long branchement ou même ne pas utiliser l'eau pendant un certain moment. Nous, on a nos conseils sanitaires par rapport à ces stagnations d'eau. Donc, par exemple, si on est absent pendant plusieurs jours de chez soi, ou alors qu'on n'utilise pas un robinet pendant plusieurs jours, on conseille de purger la canalisation de branchement, donc c'est-à-dire de laisser couler l'eau pendant plusieurs minutes avant de pouvoir la boire. Anne-Constance, vous êtes avec nous. Pardon. Combien on consomme d'eau chaque jour pour se laver les mains, se laver les dents, le visage, bref, grosso modo, on consomme combien d'eau pour se laver? Pour des usages quotidiens. Quotidien, bien sûr. 3 litres à peu près. C'est tout. Il n'y a que ça comme réponse. Non, 3 litres, uniquement 3 litres. Oui, il y a 3 litres par jour, ce qui fait quand même 1095 litres par an. Et si on compare avec la disponibilité de l'eau dans des pays en Afrique qui ont moins de chances que nous, ça correspond à leur consommation d'eau sur plusieurs journées. Donc forcément, on utilise un petit peu trop d'eau que l'on pourrait économiser, par exemple, en fermant l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Oui, mais est-ce que, vu qu'on vit sur une île, il fait plus chaud, on a tendance à utiliser plus d'eau, ce qui semble logique. Est-ce qu'on en consomme réellement plus par personne qu'en métropole? Non, on n'en consomme pas plus par personne qu'en métropole, mais on ne la consomme pas forcément toujours très bien. Encore une fois, fermer le robinet quand on se lave les dents, qu'on soit sur une île ou qu'on ne soit pas sur une île, ça ne change pas grand-chose. C'est des gestes et des réflexes à modifier. Qui n'a pas vu un robinet couler, le fameux goutte à goutte, touc, 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 touc. Quand il y a un robinet qui coule, on perd combien d'eau? Entre 30 et 50 000 litres d'eau par an, ce qui correspond à la consommation à peu près d'une famille de 4 personnes en eau potable pour, si j'ai bien fait mes calculs, 7 ans. Ah oui, tout de même. Eh oui, incroyable. Et une chasse d'eau qui coule, parce que ça aussi, on l'a tous eu déjà. Oui, alors c'est beaucoup plus d'eau. C'est entre 45 à 220 000 litres d'eau qui pourraient être perdus chaque année, parce que la fuite, elle peut quelquefois être volumineuse, ce qui correspond à 1,7 ans de douche d'une famille, donc environ 1 an et demi de douche d'une famille de 4 personnes qui se douchent 2 fois par jour. Alors on en parlait tout à l'heure avec Michel, est-ce qu'on sait combien on augmente notre consommation d'eau tous les ans? Ici, à Mayotte, 10% d'augmentation d'eau en plus par an qui sont liés effectivement à l'évolution démographique, mais aussi à des nouveaux besoins ou à une manière de vivre qui évolue avec plus de moyens. Donc on consomme plus d'eau. Michel, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Anne-Constance. On a bien compris, l'eau est rare, elle est chère par sa rareté. Et puis à Mayotte, plus qu'ailleurs, on est aussi tenu par les événements naturels. Donc on doit aussi faire avec. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. On y voit plus clair. Et bravo pour ce reportage réalisé par Pierre Bellucci. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE, Agir pour l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'on y croit. On croit qu'on peut faire bouger les choses. Ciao.